Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur, c'est la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, Après avoir dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Ibrahim Atia, directeur de publication du journal Temps Nouveau, bonjour. Bonjour. Vous recevez aujourd'hui à votre rédaction Coin du DP pour analyser et commenter l'actualité ayant fait la semaine. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre rédaction et nous sommes très fiers et à chaque fois que le besoin se fait ressentir, nos portes sont largement ouvertes. Et d'entrée de jeu, vous êtes en carême et comment ça se passe? Oui, il faut dire que le carême se passe bien. Nous avons un temps clément, ça fait que on ne souffre pas trop. Je veux parler bien évidemment de nous qui sommes ici à Lomé et à l'intérieur du pays aussi avec la saison des pluies qui s'annonce aussi. Le temps est très clément et le carême se passe très bien selon les informations que nous avons pu glaner un peu partout. Nous avons célébré le 40e anniversaire de la journée de l'arbre. Même au sommet de l'État, on a respecté la tradition. Nous devons quand même jeter des fleurs à feu général et à Adéma. Oui, évidemment. On dit à César ce qui est à César, ou bien à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut reconnaître ce mérite à Feu Gnassingbé et Adéma qui a su instaurer la journée de l'arbre qui permettait à tous les Togolais de planter un arbre et c'était un très bon slogan parce qu'on dit il faut planter un arbre avant de mourir et à l'époque tout le monde cherchait quand même à planter un arbre, à l'entretenir et à voir l'arbre grandir et offrir de l'ombre et pour les arbres fruitiers et donner de ses fruits à tous ceux qui voulaient s'en régaler. Et donc c'est vraiment un mérite pour Feu Gnassingbé et Adéma et je pense que la tradition ne s'est pas arrêtée, il n'est pas parti avec la journée de l'arbre, ça continue. Hier, les gens aussi se sont prêtés à cette tradition, les gens ont planté les arbres, surtout au niveau de l'université où on a mis en terre plus de 3000 plants et je pense que c'est très important, surtout pour ce temple du savoir. Vous savez que quand il y a de la verdure, il y a des arbres, les étudiants peuvent aussi rester sous ces arbres, apprendre leurs leçons et non seulement ça aussi avoir l'ombre qu'il faut pour pouvoir se reposer, travailler dès qu'ils sortent des amphis. Donc c'est une très bonne chose au niveau de presque tous les secteurs socio-professionnels. Il y a eu aussi cet engouement à aller planter un arbre, mais seulement c'est devenu comme un folklore. Les gens sont même en basin pour aller planter des arbres. Vous voyez que ça ne sonne pas bien et ça sonne ridicule, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça la nature humaine. Certains le font par contrainte, d'autres le font vraiment avec une certaine conviction parce qu'ils veulent participer quand même au reboisement et planter des arbres pour que notre capitale et le Togo ne subissent pas la
la pression du désert, comme c'est le cas dans les pays de l'Interland. Coin d'IDP, nous sommes avec le directeur d'application du journal Temps Nouveau. Vous pouvez réécouter Coin d'IDP sur YouTube en tapant Radio RCJ-Coin d'IDP, Radio RCJ-Coin d'IDP. Ibrahim Atia, le conseil des ministres s'est tenu mercredi dernier à Lomé et la réunion a adopté un projet de loi et examiné un décret. Donc, en première lecture, 3 communications et les divers à cette rencontre également, mais c'est le projet de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, adopté par le gouvernement qui nous intéresse, puisque cela vise à renforcer l'indépendance et l'efficacité de la CNDH, lui rendant ainsi donc très crédible devant cette nouvelle mission, notamment celle de la prévention de la torture. Croyez-vous à tous ces projets que vise l'État togolais aujourd'hui? Oui, et il faut dire que cette volonté s'est affichée depuis que cette même commission a conduit une enquête par rapport aux allégations de torture sur Kwachaye co-accusé. Je pense que à l'époque, vous avez souvenance qu'il y avait eu les conclusions de cette enquête qui ont établi qu'il y avait eu des actes de torture sur Monsieur Kwacha Nyasingbe co-accusé, et depuis ce temps, il y a eu un tollé et beaucoup de revendications pour que la torture n'ait plus droit de citer dans notre pays, parce que cette torture, selon certains rapports et certaines dénonciations, cette torture, en tout cas, se pratique au niveau des commissariats, au niveau de la gendarmerie, surtout au niveau des détentions préventives et au niveau de l'organisation et de la conduite des enquêtes, notamment dans les services de renseignement. Donc, il y a eu toutes ces dénonciations-là qui ont amené l'État togolais à revoir la copie, et surtout avec l'examen périodique et universel qui se déroule au niveau de Genève. Et donc, des recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement togolais pour que des mesures idoines soient prises pour prévenir les cas de torture et enrayer la torture au Togo. Et depuis ce temps, il y a eu aussi des mécanismes qui ont été mis en place, notamment au niveau du Togo, pour amener la CNDH à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus, disons, outillée pour faire face aux problèmes de torture. Et au niveau de l'appareil judiciaire même, il y a eu, au niveau du nouveau code pénal, des dispositions qui ont été prises, et ça fait que il y a actuellement, c'est écrit noir sur blanc que la torture est un crime imprescriptible, et non seulement ça aussi, il y a aussi comme on l'a dit, des dispositions pénales par rapport à tous ceux qui se rendraient coupables de torture sur des compatriotes. Donc je me dis que le Togo a fait des efforts en ce sens, et nous osons croire que toutes les initiatives qui ont été prises seront respectées, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un code pénal qui intègre la torture, mais que sur le terrain, que ça se pratique et personne n'ose lever son petit doigt pour interdire cela ou prendre des dispositions pour prévenir cela. Je pense que c'est une très bonne chose, et aujourd'hui nous sommes ravis parce qu'il y a eu aussi des ONG au plan international qui ont travaillé avec l'association Acivito, que vous connaissez très bien, les victimes de la torture, qui ont aussi fait des doléances, des plaidoyers, des lobbying à l'endroit de la communauté internationale. Et c'est en ce sens qu'il y avait eu l'ONG Atlas contre la torture de Monsieur Novak, qui avait séjourné au Togo, qui a travaillé avec la CNDH pour renforcer ce mécanisme de prévention de la torture au niveau de la CNDH. Et l'État togolais avait pris l'engagement de tout faire pour mettre en œuvre des mécanismes au niveau de la CNDH, renforcer les capacités d'intervention de la CNDH et aussi prendre des décrets, des lois qui renforcent les compétences et les prérogatives de la CNDH pour pouvoir prendre en compte les cas de torture. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à cette étape que nous sommes en train d'aller, et il faut dire que c'est une très bonne chose. Les populations sont
sont du moins satisfaites pour le fait que les autorités togolaises prennent en compte ces problèmes de violation des droits de l'homme et le Togo qui revient très loin surtout d'un régime fort, d'un régime vraiment qui totalitaire, bon, oui, disons, unique, et qui a eu presque tous les qualificatifs de déficit démocratique, pays de non-droit, et aujourd'hui le Togo est en train de refaire son image et c'est en tout cas bien pour notre pays et nous souhaiterions que les autorités togolaises persévèrent dans ce sens pour que le Togo redevienne fréquentable et un modèle en matière de l'enracinement de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Et la première réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD s'est tenue cette semaine. Le Conseil des ministres s'en est réjoui. Le CNSD s'est penché sur plusieurs sujets, notamment la création des communes, le transfert des compétences, le financement de la décentralisation, la question de la parité hommes-femmes aux élections locales prochaines et surtout l'accélération du processus. Oui, je pense que le Togo tergiverse depuis longtemps par rapport à cette question de la décentralisation et depuis 2005 où on a commencé par parler de la décentralisation, rien de concret n'a été fait. En dehors des réunions, des ateliers qu'on organise ici et là, vous savez que le parachèvement de la décentralisation, c'est les élections locales et c'est ce que les Togolais attendent parce qu'il ne sert à rien d'avoir encore ces présidents de délégation ou ces délégations spéciales qui, selon en tout cas tout ce que l'on remarque dans le pays, ce sont des gens qui ont été cooptés, ce ne sont pas de véritables élus locaux. Donc du coup, ça crée une certaine désaffection au sein des collectivités locales parce que c'est des gens qui ne sont pas élus, qui ne sont pas représentatifs, c'est soit des militants zélés d'un parti politique qu'on a coopté, soit c'est des personnalités déjà à la retraite qu'on veut récompenser. Donc vous voyez que ces délégations spéciales n'avaient pas quand même bonne presse au sein des collectivités locales et donc c'était important quand même dans le cadre de la coopération décentralisée, dans le cadre même de l'enracinement de la démocratie et du modernisme en matière de démocratie, et que le Togo, en tout cas, mette fin à ces délégations spéciales et aille vers des élections locales pour que nos communes, les collectivités locales, nos régions soient quand même dirigées par de véritables élus locaux, des maires qui tirent leur légitimité de la base et non des maires qui tirent leur légitimité de leur appartenance politique ou bien de leur zèle par rapport à un courant politique donné. Donc aujourd'hui, avec ce premier conseil, je me dis que il y a cette volonté politique qui est concrètement affichée, qui est réellement affichée. Et le Togo voudrait quand même prendre à bras le corps cette question de la décentralisation qui n'a que trop duré. Aujourd'hui, nous sommes une curiosité parce que quand on fait sur le plan continental ou sur le plan régional des réunions, des séminaires ou bien des rencontres des élus locaux, le Togo débarque avec des délégations spéciales et ça fait une curiosité. Parfois même, oui, on les renvoie même. De toute façon, c'est l'arrivée lors de ces rencontres. On se dit mais il y a encore de cette énormité là sous d'autres cieux. Vous voyez que sur la planète Terre, donc vous comprenez que le Togo qui est un État qui se modernise, un État avec en tout cas de nouvelles autorités qui ont frotté avec le monde occidental, qui ont fréquenté dans des écoles occidentales, ce n'était pas quand même bien quand même que le Togo puisse traîner encore avec des autorités archaïques imposées, des autorités de fait qui ne tirent même pas leur légitimité de la collectivité. Et je pense que ce n'est pas bien pour le pays et ça n'arrange pas et ça ne nous fait pas honneur.
Et CONDIDP, nous sommes avec le directeur de publication du journal Temps Nouveau, Ibrahim Acha. Ibrahim Acha, le Ashkroun a mis fin à sa mission mercredi dernier par l'étape de Baie, une mission de sensibilisation pour la première phase de réparation. Ça n'a pas été du tout facile pour cette institution sur le terrain. Cette institution, partout elle est passée, elle a quand même fait valoir des arguments pour répondre aux inquiétudes de la population, mais dans un cas général, cette population, elle émet des réserves, surtout vis-à-vis des présumés auteurs qui sont libres et qui circulent, et il y en a même qui continuent par briguer au poste de responsabilité dans ce pays. Il faut d'abord saluer cette démarche du Ashkroun parce que je me dis que c'était important quand même de faire cette tournée pour donner des informations à la population par rapport au processus de réparation, comment les réparations se feront et qu'est-ce que le Ashkroun entend par la réconciliation, puisque l'objectif visé par la réparation c'est d'aller vers la réconciliation. Donc il était important quand même d'aller vers les populations, leur parler du programme de réparation et surtout leur faire savoir que au-delà de l'aspect pécuniaire de la chose, c'est le pardon qui compte, c'est la garantie de non-répétition des faits qui est quand même très indispensable dans ce processus de justice traditionnelle. Et donc, partout où cette commission est passée, elle a mis l'accent sur la réparation, sur la nécessité des Togolais de se pardonner et sur surtout il y a un point qui est très capital, c'est que l'argent ne peut pas tout arranger. Quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, combien on peut lui donner comme dédommagement? Vous comprenez? Et qui ne retrouve pas jusqu'à présent. Voilà, qui ne retrouve même pas le corps. Et combien on peut lui donner comme, et pour que cela puisse être perçu comme dédommagement? La vie n'a pas de prix, vous le savez. Donc, le Ashkroun, quand même, a fait cette tournée. Je me dis que ça ressemble à une certaine démarche pédagogique pour d'abord sensibiliser la population, leur parler de la nature que prendront ces réparations. Il ne faudrait pas que, quand on a parlé de 2 milliards, vous avez vu, les gens commencer par descendre des chiffres, à faire des calculs, et s'il faut aller dans ce sens, ça ne serait pas très bien. Et la démarche est à saluer. L'étape d'Agoignivé qui s'est déroulée à Foupadesque, et les populations ont eu à poser des questions et les commissaires ont répondu. Et je pense que les populations, le public qui était présent au niveau de Foupadesque de Agoignivé a été vraiment très ravi et est reparti quand même très bien informé. Il y avait des sous-entendus, il y avait de la désinformation au sein de la masse comme quoi les chèques allaient être rapidement distribués aux gens. Les gens s'apprêtaient déjà à aller à la banque toucher. En tout cas, l'argent qui leur est dû, mais il faudrait qu'on leur dise que ce n'est pas ça. Il faudrait aussi penser à l'aspect réconciliation. Et parlant de l'aspect réconciliation, il y a actuellement certaines personnalités qui ont été identifiées comme étant des gens qui ont à un moment donné posé des actes répréhensibles, qui ont torturé leurs concitoyens, qui ont porté des atteintes physiques sur leurs concitoyens, et ces personnalités sont là jusqu'alors et circulent, parfois même narguent leurs victimes, et donc tous ces comportements sont perçus par la population comme disons une impunité à accorder à ces personnalités, et donc avec ce sentiment de frustration qui anime les victimes dans certaines préfectures et dans certains lieux, ça fait que le côté réconciliation, à mon avis, peut ne pas totalement marcher si au niveau du Ashkroun, il n'y a pas des efforts fournis pour pouvoir amener ces présumés bourreaux ou bien ces présumés auteurs de ces violences à faire profil bas et à faire leur mea culpa au besoin.
Et il y a quand même un document au niveau du travail fait par la CVJR, ce document n'est pas encore rendu public, où il y aurait quand même une liste de ces présumés auteurs des crimes qui n'est pas encore publié, et nous osons croire que c'est versé au niveau du H-Kroon, et le H-Kroon travaillera en ce sens pour contacter ces personnes qui ont été identifiées comme victimes, à accompagner le processus de réconciliation et à poser des actes qui puissent contribuer à atteindre vraiment la réconciliation de tous les Togolais. Je pense que c'est ce qu'il faut demander aussi au niveau du H-Kroon, au-delà de distribuer de l'argent, de demander aux gens de se pardonner, de faire des libations, des cérémonies, amener des gens à l'hôpital, surtout ceux qui gardent encore les séquelles, la restitution, ceux qui ont été spoliés aussi, ou bien tous ceux qui ont été dépossédés de leurs biens au cours des violences à caractère politique que nous avons connues dans notre pays. S'il y a rétrocession, on leur rétrocédait tout ce qu'ils ont eu à perdre et autres là. Il faudrait quand même aussi insister sur l'aspect des auteurs présumés de ces bourreaux-là, et que ces bourreaux-là aussi mettent la main à la pâte, c'est-à-dire de taire un peu leur zèle et de tout faire pour que cette réconciliation puisse être amorcée avec sérénité, et qu'il pose aussi, je veux parler de ces auteurs présumés là, qu'il pose des actes de repentance, des actes qui prouvent quand même qu'il y a une sincérité dans le pardon qu'ils vont demander, et surtout affichent des remords clairs pour amener aussi les victimes là à comprendre que ce fut un incident de parcours, donc il faut qu'on se pardonne pour entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. COINDP, Ibrahim Acha, l'auteur nous a informé avoir réduit la TVA sur les produits de première nécessité, mais jusqu'alors, le panier de la ménagère est resté inchangé, c'est-à-dire très cher. Aucune mesure n'est prise contre ces commerçants véreux. Le doute plane sur cette décision rendue publique de l'auteur. Ah oui, vous savez, nous avons au Togo des mécanismes très réfléchis, mais seulement la mise en pratique de ces mécanismes-là, la mise en œuvre de ces mécanismes pêche souvent par des dysfonctionnements monstres, et aussi par une certaine nonchalance qui est constatée dans la mise en œuvre de ces mécanismes. Je veux parler bien évidemment de cette réduction de la TVA. On est passé de 18% à 10% par rapport aux produits de première nécessité, mais allez-y voir les prix qui sont pratiqués jusqu'alors sur le marché. Le sucre est devenu encore une denrée de luxe, et quand vous prenez le savon, on n'en parle pas. Le riz, ça coûte les yeux de la tête. L'huile, franchement, on ne sent pas quand même qu'il y a eu une mesure allant dans le sens d'alléger la souffrance de nos concitoyens, et surtout de faire un effort pour que cette vie chère qui dicte sa loi à l'ensemble des Togolais là puisse être freinée, mais on ne le sent pas, et c'est dommage. Je ne sais pas si c'est au niveau des inspecteurs du commerce que il doit avoir beaucoup plus d'ardeur pour pouvoir contrôler les prix sur le marché, ou bien c'est les opérateurs économiques qui sont très véreux, et que malgré les réductions qu'on leur a eu à faire au niveau de leurs marchandises, au niveau du port ou bien au niveau du cordon douanier, ils n'arrivent pas quand même à répercuter cela sur les prix des produits. Et tout ça là, je pense que c'est à voir, et un État demeure un État, et l'État a tous les mécanismes pour contraindre des gens qui ne veulent pas rentrer dans les rangs. Donc je pense que c'est un appel que nous allons lancer à Madame la ministre du Commerce pour que ces inspecteurs puissent descendre sur le marché, voir la régularité des prix, et aussi au niveau du cordon douanier que les agents de l'auteur puissent aussi s'assurer que les produits sur lesquels on applique la TVA en matière de réduction là, soit des produits ou bien des marchandises qui seront écoulées sur le territoire togolais, que on n'assiste pas à des douanements et à des TVA réduits au niveau de ces produits là, que ces produits se retrouvent hors de nos frontières là, ça ne nous profite pas. Sécurité et protection civile, au Togo, nous, notre rédaction cette semaine s'est intéressée de ce secteur. Quoi qu'on dise, on se réjouit quand même de cette sécurité
c'est dû à la refondation de l'armée et les forces de sécurité avec dotation de matériel sophistiqué. Et la dernière fois en Côte d'Ivoire, à la réunion de Saint-Sad, le colonel Yark y était. Mais aujourd'hui, il est question de revoir le champ de tir qui n'est plus là-bas à Golf au niveau du pont aérien, mais délocalisé au Canfir. Et quand ils font des entraînements de tir, les nuits, et surtout quand il y a l'unité spéciale qui vient pour des entraînements de tir, ça embête totalement les riverains. Ça, c'est carrément une nuisance sonore. Selon l'article 27 du Code de la santé de la République togolaise, le ministre de la Défense et l'état-major doit quand même revoir cet aspect par rapport au champ de tir. Oui, je pense que l'ancien site dont vous venez de faire cas, qui se trouve au niveau d'Agoé Golf, était un site à problème parce que lors des entraînements de tir, il arrivait parfois que les balles quittent vraiment la trajectoire, quittent les cibles au niveau de ce champ de tir pour se retrouver ailleurs. Et ça a créé même des situations pas très, en tout cas, intéressantes au niveau du quartier riverain. Depuis ce temps, il y a eu des plaintes qui ont été, en tout cas, enregistrées par rapport aux désagréments causés par certains tirs au niveau de l'ancien site. Et depuis un certain temps, le commandement militaire a décidé quand même que les entraînements de tir se fassent dorénavant au niveau du site du Canfir, qu'on appelle, voilà, des Imbires. Et c'est à ce niveau que ça se fait. C'est un cadre, selon les informations qui nous sont parvenues, beaucoup plus adapté et qui n'est pas exposé et qui ne, en tout cas, qui ne pouvait pas mettre les riverains en danger, comme c'est le cas avec l'ancien site. Et donc, avec ce nouveau site, ce qui crée des désagréments là-bas, c'est le bruit, comme vous venez de dire. Donc, il y a pollution sonore. À ce niveau, lorsque il y a des tirs d'entraînement à l'arme lourde, ça n'est pas au goût des populations, mais que voulez-vous, je pense que dans une république, on a besoin aussi que notre armée soit une armée aguerrie, une armée qui maîtrise bien le maniement du matériel militaire. Et donc, si on ne veut pas avoir droit aux tirailleurs qui ne pourront pas défendre la cité, à quoi bon avoir encore cette armée? Et donc, c'est de bonne loi quand même que nos militaires s'entraînent, et il revient maintenant au commandement militaire de voir les heures appropriées pour ces genres d'entraînement ou éventuellement procéder à la délocalisation de ce site, aller encore plus loin. Ce ne sont pas les espaces qui manquent quand même dans ce pays. Si on allait un peu très loin vers derrière Davier ou bien encore très loin vers Thiévier, on crée un site là-bas pratiquement dans la brousse. Je pense que ça pourrait être bien aussi pour la population. Mais ailleurs, c'est des souterrains. Hein. On pense que ça arrivera ici un jour. Oui, ça va arriver. Et selon les informations, le site du Canfir est un site semi-souterrain. Et parce que quand on tire là-bas, quand même, il n'y a pas des possibilités que les balles se retrouvent dans les maisons des gens. Donc, c'est déjà très avancé. Je pense que si on met un peu du génie, un peu du tact, on pourra quand même creuser davantage pour faire de ce site un site carrément souterrain avec peut-être le matériel adapté. On pourrait quand même atténuer le bruit que cela cause et ne pas déranger les riverains. Je pense que c'est à cela que nous allons appeler le commandement militaire. C'est très important pour ça. Et le temps de faire déjà des défauts. Et revenons à notre corporation, l'OTM, dans un communiqué cette semaine, nous rappelle la confraternité et surtout le respect du code de déontologie. Avertissement pour le journal Focus Info de Jean-Paul Agbo et blâme pour combat du peuple de Lucien Diopsou. Ces deux journaux ont violé l'article 1, 4 et 6 du code de déontologie des journalistes du Togo. Oui, et la confraternité a été mise à rude preuve et mise à mal par ces deux confrères. C'est vraiment regrettable.
parce que ces deux confrères sont, à leur titre, en dehors du directeur de publication, sont des responsables des associations de presse. Et quand vous voyez des premiers responsables des associations qui se livrent à cette pratique journalistique, en tout cas qui laisse à désirer, ce n'est pas quand même des exemples qu'on donne à la corporation. C'est déplorable parce que ces deux personnalités voyagent beaucoup au nom de la presse togolaise, et dire que la presse togolaise est dirigée par des gens qui n'arrivent même pas à respecter les règles élémentaires de confraternité et se vilipendent, se détruisent et même se calomnient et s'insultent par presse interposée. Vraiment, c'est très lamentable pour la presse togolaise. Je pense qu'on n'est pas en train de montrer une bonne image de cette presse. Et les règles élémentaires qu'on nous en prend, c'est la confraternité, c'est le professionnalisme. Et quand nous voyons ces présidents d'associations-là se comporter ainsi, c'est déplorable et c'est regrettable. Et je pense que c'est ce qui a amené même l'OTM quand même à rappeler ces deux confrères à l'ordre, parce qu'ils sont en train de ternir l'image de la presse togolaise et c'est déplorable vraiment pour ces deux confrères. Les gens qui écrivent sur leurs parents, les gens qui écrivent sur la vie privée de leurs confrères. Ce n'est même pas l'OTM qui devait quand même, au-delà de l'aspect confraternité, la HAC devait rappeler les gens à l'ordre. C'est l'information qu'il faut servir au public, c'est l'éducation envoyée à l'endroit du public et c'est le divertissement qu'il faut envoyer à l'endroit du public et non les injures, les calomnies, les agitations puériles et les dénonciations non fondées. Ça, ce n'est pas du tout bon. Le sport, football, et la crise communément appelée Gates à Bikandi de Bassa et à Maranatha de Fiokpo, c'est des équipes de la D1 au Togo, sont suspendues provisoirement les activités de la Fédération togolaise de football et une enquête ouverte pour mieux situer les responsabilités. Il paraît que ce matin même, à Bassa, les sympathisants et supporters de Bikenti ont manifesté leur ras-le-bol. Oui, vous savez que les supporters sont en droit quand même de manifester leur mécontentement parce que c'était la joie pour ces supporters de voir leur équipe se maintenir en D1 parce que si le match n'avait pas pris cette allure, Bikenti allait être relégué en D2, donc il a fallu quand même battre Maranatha sur un score fleuve et un score très suspect parce que Maranatha est troisième au point de vue classement et ça voudrait dire que c'est une équipe qui attaque bien, c'est une équipe qui est en bonne forme. Subitement, à la dernière minute, cette équipe va perdre un match sur un score très lourd et fleuve. Ça doit amener toute bonne conscience à s'interroger, à se demander mais qu'est-ce qui n'a pas marché, étant donné que le passé sulfureux de certains responsables de ces clubs qui étaient quand même face à face sur le terrain de Bassa, ce passé de chrysologue du président de l'équipe perdante devait quand même amener les gens à comprendre que les gens ont retrouvé les réflexes de chrysologue, les réflexes de fauteurs de troubles dans le football togolais et ont voulu quand même montrer à M. Akovi, le nouveau président de la fédération de football, et lui faire dire qu'ils demeurent, ils sont là et que ils n'ont pas perdu de leur force de nuisance et qu'ils doivent tout faire pour entacher ce championnat qui normalement devait clôturer en beauté le dimanche dernier. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et le score fleuve amène quand même à s'interroger. Est-ce vraiment l'équipe de Maranatha de Fiokpo n'a plus retrouvé sa bonne forme? Est-ce que subitement et par magie, les joueurs de Bikenti ont trouvé des réflexes de buteur jusqu'à aller marquer jusqu'à 11 buts? Vous voyez que ça doit quand même susciter la curiosité des gens et c'est ce que la fédération, à mon avis, a aussi flairé et elle a demandé à ce que ces deux clubs soient suspendus. C'est des mesures conservatoires. Il y a une enquête qui est diligentée et lorsque on aura les résultats, lorsque la fédération aura les résultats de cette enquête, elle pourra prendre la décision qui sied. C'est vrai, les gens vont trouver cela peut-être inapproprié,
mais avec les expériences de certains clubs, de certaines situations similaires qui sont passées, surtout au Ghana, avec l'équipe d'Abedi Pelé qui avait gagné aussi sur un score fleuve. Et finalement, quand on a fait les enquêtes, on a vu que il y avait quand même certaines situations, que ces situations tirent le football vers le bas. Et vous savez que le championnat togolais aussi peine aussi par rapport au financement, aux sponsors, et les opérateurs n'arrivent pas à investir dans ce football. Et depuis qu'il y avait eu des crises, des situations de tension et autres là, ça ne présentait pas quand même un championnat avec beaucoup d'attrait. Et depuis que M. Akovi est venu, ça a commencé par prendre, et on ne va pas accepter quand même que certains individus continuent par tirer le football togolais vers le bas. Ce n'est pas quand même une très bonne chose. Ce que tous les Togolais voudraient, c'est que l'enquête qui est diligentée puisse aller au bout, constituer les responsabilités, et qu'on sache ce qui s'est véritablement passé sur le terrain de Boukinti, ce qui n'a pas marché, ce qui a mené quand même Maranatha à perdre sur un score vraiment très lourd et très fleuve, et face à un club qui frôlait la relégation. Vraiment, c'est trop suspect. Voilà. Et pour terminer, Lungi, ça fait 10 ans, la fédération a demandé des prières pour le repos des âmes. Oui, je pense qu'on doit toujours se rappeler de ce drame, et c'est resté comme une tâche indélébile dans la mémoire collective, sincèrement. Et à chaque fois que nous nous rappelons de Lungi, nous pleurons notre feu ministre Atipoué, nous pleurons beaucoup de compatriotes, même une consoeur qui était dedans. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de peine que nous évoquons ce souvenir. Les prières, nous allons toujours les continuer. Je pense que c'est ce que la fédération demande, et les familles vont continuer toujours par pleurer leurs parents qui ont perdu la vie au cours de ce drame, au cours de ce crash d'hélicoptère à Lungi, et tout le public sportif va toujours prier pour le repos de ces compatriotes qui ont perdu leur vie en allant pour soutenir l'équipe nationale, en allant pour porter haut les couleurs nationales. C'est un événement très triste. Ibrahima Acha, merci et surtout bon week-end. Merci et bon week-end à vous aussi. Nous profitons en même temps pour saluer tous les musulmans qui sont en train de jeûner. Je pense que c'est l'occasion aussi pour inviter toute la population togolaise à montrer beaucoup plus de solidarité envers leurs frères musulmans, ou à tous les confrères musulmans. Je leur souhaite bon Ramadan, et que ce mois de Ramadan apporte beaucoup de la joie dans les foyers et amène aussi la paix, puisque vous savez que quand vous êtes dans un pays où il y a la paix, c'est très bien pour toutes les populations, et que la paix règne au Togo. Très très bonne suite de carême. Merci beaucoup, et je pense que c'est un plaisir pour nous que Radio Carré Jeune nous rende visite. Nous allons profiter aussi en même temps pour remercier toute l'équipe, et en passant par vous, le directeur, M. Eugène, et à tous les animateurs et aux techniciens. Et bon vent vraiment à Radio Carré Jeune, qui fait un travail formidable en matière d'éducation des masses, et aussi l'information que vous portez à l'endroit de vos éditeurs. L'information crédible, une information sans passion, et des analyses des passionnés qui amènent quand même à un vivre ensemble et à la construction de notre pays. Et merci. Et fin donc de Coin du DP de ce vendredi. Merci à vous tous pour la fidélité d'écoute. Moi, je suis Eugène Bamazé. Rendez-vous vendredi prochain avec un autre directeur de publication de La Place. Nous émettons d'Aïdo Gomé à Sieyé. Au revoir. À Sieyé. Au revoir. À Sieyé. C'était Coin du DP. Au revoir. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive
sportives et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mode de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique, donc après d'autres regroupements de pays. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.